Le soleil a caressé mon visage. Dès qu'il l'a touché, je me suis sentie pleinement dans mon corps, puis plus du tout. J'étais de l'autre côté dans le jardin le plus magnifique que j'ai jamais vu ou expérimenté. Tout ce que je voyais brillait d'une lumière presque dorée et arc-en-ciel. C'était le plus grand amour que j'ai jamais ressenti. Peux-tu m'en dire plus sur tes guides? Parce que je n'en ai pas beaucoup entendu parler dans d'autres récits de QM. Les guides sont Claire, Jessica et Pierre. J'ai pu les reconnaître et m'approcher d'eux. Tout le monde n'est pas forcément destiné à rencontrer ses guides à chaque vie humaine. Je veux que chacun sache qu'il n'est jamais seul. J'ai des guides, et c'est merveilleux, et je peux voir les miens. Mais vous aussi ainsi que tous ceux qui écoutent. Chaque humain sur cette planète a des guides, une énergie supérieure. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Source Dieu, peu importe. Il y a quelqu'un à vos côtés à chaque instant de votre vie. Mon expérience de mort imminente a eu lieu en 2021, à Noël. Avant cela, je suis femme, maman. Mais j'avais un métier assez particulier. Avant j'ai travaillé dans la santé mentale et les addictions pendant presque une décennie. C'est ce pourquoi je suis allée à l'école, le travail social. Mais en 2015, j'ai accepté mes dons de médium, d'intuitive médicale, de guérisseuse et de communicante avec les animaux. C'est difficile de tous les retenir, alors je dis toujours que je suis née différente. Donc, j'étais comme une enfant de 3 ans, avec l'esprit d'une personne de 80 ans. Ça n'avait pas de sens que je sois enfant et que je fasse des choses d'enfant. J'ai toujours été introvertie, un peu plus réservée, et je pouvais voir des gens que les autres ne voyaient pas. Jusqu'à environ, je ne me souviens plus, 4 ans, je ne savais pas que les autres ne pouvaient pas voir toutes les personnes que je voyais. Je pensais simplement que les adultes ignoraient certaines personnes et je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Encore une fois, j'étais juste maman, tu sais. Et dans mon travail, parce que je gère un peu mon propre emploi du temps, je prends les étés pour être avec mes enfants et je prends la plupart de décembre pour être à la maison. Je suis une folle de Noël, je ne sais pas pourquoi, car des choses horribles arrivent toujours à Noël, mais je l'aime toujours et ça avait été Et au Canada, nous avions des règles assez strictes à suivre. Même en 2021, c'était le premier Noël depuis la Covid où je pouvais recevoir ma famille et mes amis. Je fais toujours un énorme dîner de la veille de Noël avec environ 40 personnes, donc j'étais tellement excitée. Les quelques semaines qui ont précédé l'événement ont été étranges et je me suis dit, vous savez, c'est probablement à cause du Covid que nous ressentons tous cela. Nous avons passé une journée à décorer des maisons en pain d'épices avec les enfants, mes anciens enfants placés en foyer et mon mari. C'était une journée incroyable. Puis le soir, vers 20h, nous avions prévu de regarder un film de Noël parce que c'était le 23 décembre. Nous étions tous excités. Le lendemain, nous allions préparer notre premier grand dîner. Mais j'ai commencé à avoir le pire mal de tête de ma vie, tellement intense que je ne pouvais même plus voir correctement. Je me suis dit, vous savez quoi? Je vais juste aller me coucher, je ne me sens pas bien. Environ 1 heure plus tard, j'ai envoyé un message à mon mari en disant « Peux-tu m'apporter du Tylenol et de l'Advil ?» Ils étaient encore en train de regarder le film parce que ma tête me faisait tellement mal. Il me les a apportés, puis apparemment je suis tombée dans l'inconscience. J'ai pris les médicaments en pensant m'endormir. Les médecins pensent que j'ai probablement commencé à faire un AVC vers 23h30. Je ne me suis réveillée qu'à 4h45 du matin, complètement paralysée du côté droit et incapable de parler. Je ne pouvais dire que 2 mots, le prénom de ma sœur et un juron, ce qui est vraiment incroyable. En gros, j'ai essayé de me lever pour aller aux toilettes. J'ai essayé de me lever sans réaliser que j'étais paralysée et je suis tombée par terre. Ensuite, je ne pouvais plus bouger ni me relever et je ne pouvais pas atteindre mon téléphone ni la lumière. J'ai essayé de me traîner comme un soldat vers la porte, mais je n'y arrivais pas. Il y avait un mur et je l'ai heurté très fort, ce qui a réveillé mon mari et aussi ma mère, car ils vivaient dans mon appartement en sous-sol. Mon mari est entré dans la chambre et il était clair que je n'allais pas bien. Eh bien, il a tout de suite su que c'était un AVC parce qu'il avait suivi une formation au premier secours, alors il a appelé le 15. Eh bien, nous sommes arrivés à l'hôpital, mais les dégâts étaient déjà faits dans le tronc cérébral.
Ils voulaient me transférer en hélicoptère vers un autre hôpital, car là où je vis, ils ne peuvent pas pratiquer de neurochirurgie. Ils n'ont pas de neurochirurgien. Et donc, ils ont décidé de me faire transporter par hélicoptère. Ils ont laissé Mike venir avec moi et toute ma famille est venue dire au revoir parce que le médecin a essentiellement dit « Très probablement, elle ne survivra pas assez longtemps pour arriver à l'autre hôpital. » Ils ont même dit à mes enfants qui avaient à l'époque 12 et 14 ans de dire tout ce qu'ils pouvaient à leur maman car il y a de fortes chances que vous ne la revoyiez plus. J'ai pris l'hélicoptère avec mon mari à mes côtés et c'est là que je suis passée de l'autre côté. Le soleil tapait sur mon visage et mon mari a voulu me couvrir les yeux parce que j'avais aussi de la fièvre, ce qui peut arriver quand on est proche de la mort. Le corps peut surchauffer. J'avais l'air contrariée parce qu'il me couvrait les yeux. Le soleil frappait mon visage. Dès que les rayons ont touché mon visage, j'étais encore dans mon corps, puis plus du tout. J'étais de l'autre côté. C'était aussi rapide que ça. Je pouvais voir mon corps. Je voyais mon mari. Mais ensuite, tout à coup, je pouvais aussi voir mes enfants qui se rendaient à la maison, et je voyais mes sœurs. Je pouvais voir tout cela en permanence, même si je n'étais plus dans mon corps. Je me suis réveillée. Ou pas vraiment réveillée, j'ai juste ouvert les yeux. Je ne me suis pas dirigée vers la lumière. Vous savez, il n'y avait pas de tunnel ni rien de ce genre. J'ai juste ouvert les yeux, et j'étais dans le jardin le plus magnifique que j'ai jamais vu ou imaginé. Je ne pense pas que la Terre puisse avoir un jardin semblable. J'ai ouvert les yeux et je portais une belle robe blanche. Je n'avais pas de chaussures. Mes pieds touchaient l'herbe. En regardant autour de moi, j'étais dans un champ parsemé de nombreuses fleurs. Il y avait une sorte d'étang et un pavillon sous lequel coulait un ruisseau. Et mes guides que je connaissais déjà de par mon travail, vous savez, je travaillais tout le temps avec mes guides. Ils étaient assis enfin plutôt debout près du pavillon. Un peu à gauche, il y avait mes proches décédés. 2 de mes grands-parents, ma belle-mère et mes chiens parce que c'est important. Je veux dire, mes chiens me manquent quand ils sont de l'autre côté. Mais ensuite, il y avait des choses qui m'ont semblé un peu bizarres. Un de mes chiens encore en vie était là. Elle avait 17 ans et demi, et en fait elle est décédée 4 jours après mon AVC, alors que j'étais encore en soins intensifs. Donc, elle était comme certaines personnes atteintes d'Alzheimer. Elles se trouvent un peu dans les deux mondes. Je suppose que c'est pour ça que je pouvais voir mon chien qui était encore vivant. Mais aussi mon mari et mes enfants étaient là parce que j'étais là pour choisir de revenir ou pas. Pour moi, si le choix était de laisser mes enfants souffrir, je serais évidemment revenue quoi qu'il arrive. Donc, j'avais besoin d'être sûre qu'ils allaient bien et que je serais avec eux quoi qu'il arrive. Ensuite, un peu à droite et en haut comme dans un champ, il y avait un immense groupe de personnes de toutes les époques, dimensions passées, présentes, futures, tout genre, toute race, toute culture. Ceux-là, et je sais que beaucoup de gens n'y croient pas, et c'est normal, étaient toutes mes autres vies. C'était juste pour me montrer l'interconnexion, je pense, de nos chemins ici, mais aussi notre parcours au sein de notre conscience collective. Alors que j'étais là, j'avais l'impression d'y être depuis 50 ans, 100 ans. Je pouvais sentir à travers l'herbe, tout autour de moi, et tout ce qui était dans mon champ de vision brillait d'une lumière dorée, presque comme un arc-en-ciel. C'était le plus grand amour que j'ai jamais ressenti. Il n'y avait aucune pression, mais il n'y avait aussi aucun mot, comme des mots physiques. Aucun mot ne sortait de ma bouche parce que tout était télépathique. Tu pensais quelque chose et tout le monde autour de toi le savait. Ils y pensaient et je le savais. Je ne suis pas allée vers, par exemple, ma grand-mère, que j'aimais tellement. Nous étions très proches. On pense, vous savez, qu'on va voir quelqu'un qui est mort depuis une dizaine d'années ou plus. Je ne suis pas allée vers elle pour la prendre dans mes bras parce que ce n'était pas nécessaire. Tu savais juste ce que tout le monde pensait et ressentait, et tu pouvais sentir leur amour à travers l'amour qui m'entourait. Tout cela, je pouvais l'observer tout en vérifiant ma famille. Il est vrai que lorsque quelqu'un est en train de mourir, surtout quelqu'un comme moi, j'avais clairement une 40aine d'années quand ça s'est produit. Il y a beaucoup de marchandage. Si tu la sauves, je promets de faire ceci. Si tu la laisses vivre jusqu'à ce que je puisse la revoir, je le ferai. Presque tout le monde marchandait et paniquait. Ma sœur pauvre petite, j'en parle, et c'est probablement embarrassant, mais à chaque fois qu'elle est sous pression, ou quand quelqu'un est blessé ou malade, elle a un horrible mal de ventre. Elle a dû faire le trajet entre l'hôpital et chez elle,
ce qui prend environ 10 à 15 minutes en voiture. Non seulement elle paniquait et marchandait, mais elle avait aussi vraiment besoin d'aller aux toilettes. Pourtant, elle ne voulait s'arrêter nulle part, parce qu'elle voulait faire ses bagages pour partir. De plus, c'était Noël, et le lendemain était la veille de Noël. Ma sœur a de jeunes enfants, donc tout le monde était paniqué. Tout le monde essayait de négocier. Tout le monde était triste, mais aussi choqué. Il n'y avait pas beaucoup de pleurs parce que tout le monde était sous le choc. Je pouvais aussi voir mon mari et moi, car à ce moment-là, j'étais tombée dans l'inconscience. Il était paniqué. Il n'aime pas les hélicoptères, donc ça le rendait nerveux. Le temps n'était pas très bon, ce qui le stressait encore plus. Contrairement à moi, il ne connaît rien au domaine médical, donc dans sa tête, tout allait bien se passer, et il ne voulait pas écouter le médecin. Beaucoup de choses se passaient en même temps, mais pour moi c'était très paisible. Je ne sentais pas qu'il se passait autant de choses, parce que c'était comme si j'étais chez moi et qu'on me donnait ce cadeau incroyable, du temps pour décider ce que je voulais faire. Les as-tu reconnus tout de suite comme tes vies passées? Comment savais-tu que c'était aussi toi? Parce que tu sais tout. Dès que tu es là, tu comprends tout. Je dis souvent qu'il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a jamais de pourquoi. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je fait ce choix? Qui sont ces personnes? Que veulent-elles dire? Il n'y a pas de qui, quand, où, pourquoi, comment de l'autre côté. Tout a du sens. Non seulement il était évident que j'étais tellement connectée à toutes ces personnes, qu'elles vivent toutes, soit en ce moment, soit à d'autres époques, soit dans d'autres dimensions, mais j'étais aussi très liée à ce que j'allais faire pour le reste de ma vie, si je restais, et à ce que ma famille allait faire, si je choisissais de ne pas revenir. Rien ne semblait confus. Je savais simplement. Même s'ils ne me ressemblaient pas, certains se ressemblaient, d'autres non. C'était comme s'ils étaient tous moi. Je n'avais donc pas besoin de me demander « D'accord, qui es-tu? Bonjour, à quelle époque vis-tu? Comment vis-tu » C'était plutôt « D'accord, je me souviens de cette vie, je me souviens de ce à quoi je ressemblais, je me souviens du parcours et de tout ce que j'ai fait. Tu sais juste tout ?» Je pense que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction parce que je voulais tellement me souvenir de tout. Chaque instant, chaque éclaircissement incroyable que j'apprenais et auquel je participais, même si je me souviens de pas mal de choses, ça s'efface. J'appelle ça l'amnésie humaine. Les choses que j'ai pu voir, ressentir ou entendre commencent à s'estomper pour que je puisse rester ici. Parce que laissez-moi vous dire, c'est tellement plus facile là-bas. En revenant dans un corps paralysé non-verbal, incapable de manger, de parler ou de faire quoi que ce soit, je voulais vraiment y retourner. Peux-tu m'en dire plus sur tes guides? Parce que je n'en ai pas beaucoup entendu parler dans d'autres récits d'Amy. Je pense encore une fois que c'est propre à chaque personne. Donc d'une certaine manière, je crois que nous manifestons une sorte de réalité. Et je pense que c'est là que se situe l'argument de ceux qui disent « Tu as tout imaginé, parce que tu as vu ce dont tu avais besoin, ou ce que tu voulais voir, alors que d'autres pourraient simplement voir du noir ou vivre une expérience désagréable. » Pour moi, j'avais déjà une relation avec mes guides. Mes guides sont Claire, Jessica et Pierre. Claire et Jessica étaient de présentes. Pierre fait partie de la conscience collective. Ce n'est pas son vrai nom. Je l'ai appelé ainsi parce que son véritable nom est étrange comme K ou Ro ou quelque chose du genre. C'est bizarre de l'appeler ainsi. Je ne le fais pas souvent. Je l'appelle Pierre, ce qui, je sais, est étrange, mais ça fonctionne pour moi. J'avais un lien si fort avec eux que je pouvais les reconnaître et m'approcher d'eux. Je pense que beaucoup de gens voient ce qu'ils appellent soit des anges, soit une lumière guide ou quelque chose dans ce genre, parce que tout le monde n'est pas censé connaître ces guides dans chaque vie humaine. Si ce n'est pas prévu ou si cela ne fait pas partie de ton chemin, ils ne viendront probablement pas se manifester dans ton Amy. Peut-être qu'il s'agira d'une grand-mère ou d'un être cher qui dira « Tu sais quoi? Tu dois revenir. » N'est-ce pas? Tout le monde ne reçoit pas le don d'avoir ses guides présents. Mais mes guides, parce qu'ils me connaissaient si bien et que je travaillais en tant que médium psychique avec eux depuis 2015, il était tout naturel qu'ils soient là pour me guider. C'était vraiment incroyable de voir leur forme physique réelle. Tu sais, quand je travaille, je peux les sentir. Je peux les voir si j'en ai vraiment besoin, mais pas de façon concrète ou humaine. Je ne pouvais pas les toucher comme maintenant s'ils sont dans un coin de la pièce. Alors qu'ici, j'ai pu les prendre dans mes bras et ressentir véritablement leur énergie et les conseils qu'ils m'ont donnés toute ma vie. Ils étaient
tellement précieux pour m'aider à comprendre les conséquences de chaque décision ainsi que ce qui arriverait si je revenais. Je pense que cela a été très utile pour prendre ma décision et je pourrais soutenir que quoi qu'il arrive, j'allais revenir parce que nous planifions nos vies. J'avais besoin de Lemmy et il me fallait passer de l'autre côté pour pouvoir vivre le reste de ma vie. Eh bien, cela ressemblait à une décision. Quoi qu'il arrive, il n'y avait aucun jugement. Peu importe la direction que je voulais prendre, ils étaient là pour moi. T'étais-tu déjà retrouvé face à ce choix? Ou savais-tu dès le départ que tu devais choisir de rester ou de rentrer chez toi? Je pense que je le savais parce qu'encore une fois, tu n'as pas forcément besoin de parler. Mais tout en voyant ce qui se passait, ils m'ont aussi aidé à voir et à comprendre le bon, le mauvais et le laid. Ils m'ont prévenu que si je choisissais de revenir, les 18 mois suivants seraient les plus difficiles de ma vie et que je regretterais ma décision. Que je regretterais de ne pas être resté et que je serais très en colère. C'était vraiment vrai. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un brouillard pendant 2 ou 3 jours avec une lueur de l'autre côté. Ça a vite disparu quand j'ai réalisé. Oh waouh, genre je suis paralysée. Je ne peux pas parler. J'ai des sondes partout. J'ai été nourrie par voie intestinale. Je ne pouvais pas aller aux toilettes. J'avais tellement de lésions cérébrales. Toutes les choses qu'ils avaient dites que je ferais, j'étais là. Ouais, bien sûr. Évidemment, je rêve parce que comment vais-je atteindre l'endroit où ils ont dit que je serais? Tu sais, faire des discours publics, parler de la conscience collective, écrire des livres et inspirer des gens. Comment faire tout ça si je ne peux même pas parler? Tu sais comment faire tout ça si je ne peux pas marcher? Je ne comprenais pas que ce qu'ils disaient était la réalité, surtout parce que les médecins disaient plutôt « oui d'accord, elle a survécu ». Mon mari a en fait décidé de ne pas faire la chirurgie du cerveau. Nous y sommes arrivés et j'ai rapidement eu une crise convulsive majeure et j'ai continué à avoir des convulsions jusqu'à ce qu'ils me donnent beaucoup de médicaments pour les stopper. Une fois qu'ils avaient arrêté les convulsions, le neurochirurgien est venu voir mon mari et a dit « Tu sais, je sais qu'elle est venue ici pour une chirurgie du cerveau, mais les dégâts sont déjà faits. » Ils ont fait un autre scanner et mon AVC était complet. L'autre avait été stoppé. J'avais reçu du TPA qui est un anticoagulant très puissant, donc la chirurgie est extrêmement dangereuse après le TPA. Il a dit « Tu sais, je peux toujours faire l'opération si tu le souhaites, mais très probablement ça la tuera. Tant de dégâts ont été causés, ça ne donnerait qu'une amélioration minimale après l'opération. » Mon mari n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire et il n'y avait personne d'autre. Il était seul. Il a demandé au neurochirurgien « Tu sais si c'était ta femme? Si c'était ta femme dans ce lit, que ferais-tu » Le neurochirurgien a répondu « Je ne le ferai pas. Je ne le ferai tout simplement pas. » Mon mari a alors répondu « Eh bien, tu es l'expert, je ne le ferai pas. Et donc je n'ai pas subi l'opération du cerveau. Je crois que le médecin a simplement dit « Elle est comme ça, elle restera comme ça. » Il a ajouté « Tu sais tant qu'elle est en soins intensifs, si elle s'en sort dans les prochains jours, il faudra commencer à envisager des soins de longue durée. Elle aura besoin de soins pour le reste de sa vie à peu près. Elle restera dans cet état. » J'étais aussi aveugle de l'œil droit, donc je serais semi-aveugle, non-verbal, paralysé, incapable de manger parce que je n'avais plus de réflexe de déglutition. Je ne percevais aucun signal pour aller aux toilettes ou pour avoir faim, donc je ne pourrais jamais prendre soin de moi-même. Tout le monde disait ça pendant ces premiers jours. On parlait de moi comme si je ne pouvais rien dire. Les médecins dans la pièce disaient « C'est elle, elle sera pratiquement un légume pour toujours. » Pour le type d'AVC que j'ai eu, le taux de survie à 5 ans est entre 14 et 28%, donc ce n'est pas terrible. Mais ensuite, je suis passée d'une paralysie totale non-verbale, incapable de manger ou de boire. Au 4e jour, je marchais. J'avais des mots au bout de quelques jours pas clairs ni expressifs. J'avais perdu l'intonation, alors je parlais de façon monotone, un peu comme un bébé. Mais j'ai commencé à marcher. On m'a enlevé le tube dans le nez. J'ai commencé à manger après quelques jours. J'ai pu aller aux toilettes. On m'a retiré le cathéter et tout. En une semaine, j'étais debout et je bougeais. Il faisait encore beaucoup de tests. J'étais encore en soins intensifs neurologiques pendant 2 semaines. Mais ils n'expliquaient pas ce qui se passait. De plus, quand je me suis réveillée, je n'étais plus aveugle. Ils ne comprennent pas ça parce que j'étais complètement aveugle avant. Donc,
Je pense qu'environ 6 semaines après ma sortie de l'hôpital, on fait un suivi. J'y suis allée et j'utilisais une canne car j'apprenais encore à marcher, mais je pouvais parler, je pouvais manger, je pouvais faire tout ce qu'on me demandait en rééducation. Le neurochirurgien a même appelé aux urgences pour voir si quelqu'un qui était là à mon arrivée voulait venir me voir marcher. Il n'en revenait pas parce que j'étais jeune, mes enfants étaient là, et c'était Noël. Toutes ces infirmières étaient profondément touchées que ce soit censé être ma vie et que ces enfants aient leur maman hospitalisée à Noël. Dans mon dossier, en haut, est écrit que je suis sa patiente miracle. La seule raison pour laquelle c'est un miracle, c'est que je ne devrais pas être là. Chaque fois que je vais à l'hôpital, je fais face à de nombreuses complications de santé. Les médecins me regardent et se disent « Ah, vous êtes sa patiente miracle ?» Je réponds « Oui, c'est moi. » Donc, l'accident vasculaire cérébral a eu lieu au milieu de la nuit du 23. J'ai été inconsciente pendant presque 24 heures après la crise. C'était donc le 24 décembre. Le 25 décembre, en fait, mon mari. Avez-vous vu ce film Le Père Noël où ils vont chez Denise pour le dîner de Noël parce qu'ils ont brûlé la dinde? Bref, c'est ce que mon mari a fait. Il a emmené les enfants chez Denise pour le dîner de Noël, puis ils sont venus me rendre visite. Mais j'étais dans l'unité de soins intensifs neurologiques, donc vous pouvez visiter pendant environ 15 minutes. Le neurochirurgien passait justement par là et je n'avais pas encore beaucoup parlé ou bougé. Il a dit « Vous savez, je sais que votre mère ne peut pas parler, mais avez-vous essayé de chanter avec elle? Parce que la parole se trouve à gauche. Eh bien, la parole est un peu confuse, oui, à gauche, mais le chant est à droite. » Alors, ils ont chanté avec moi, et j'ai chanté sans pouvoir parler 2 chansons avec eux. Des chants de Noël, et pour eux c'était comme un miracle de Noël. Mais non, Noël était en pause. Nous avons célébré Noël le jour de mon retour à la maison en janvier. Mais je pense que la première vidéo que j'ai commencé à enregistrer d'eux était vers le 27 ou le 28 quand j'ai marché. Donc même si c'était incroyable, et un miracle, c'était un putain de miracle lent. On aurait dit que je traînais les pieds dans du ciment à chaque progrès. Ça ne venait pas. Même s'ils disaient « Oh waouh, c'est incroyable », pour moi, ça ne le ressentait pas comme ça. J'avais l'impression que c'était impossible et je me sentais comme un tel fardeau. Pour réapprendre à parler, il faut donc un mot. Ils disent le mot. Je ne pouvais pas le prononcer. Ils me montrèrent comment le dire, puis me demandèrent de le répéter 7 ou 8 fois pour essayer de le faire rentrer dans ma tête, et nous avons fait ça sans cesse. J'étais aussi un peu comme un bébé. J'avais les émotions d'un enfant. J'étais explosive. Je pouvais pleurer ou rire à des moments inappropriés, ce qui fait partie de l'expérience d'un AVC. J'étais en colère que ce soit leur vie maintenant. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre pourquoi j'avais fait ce choix, et j'avais du mal à accepter le fait que, vous savez, je faisais souffrir mes enfants et mon mari. Je me sentais presque égoïste d'avoir choisi de revenir. Pas pour toujours, mais pour un bon moment. J'étais également sous des médicaments anticonvulsivants très puissants, et non seulement cela me rendait très malade, mais cela me donnait aussi des envies de ne plus être là, ce qui est un effet secondaire de certains médicaments contre les convulsions. Donc d'habitude, quand ça arrive, c'est comme pour ceux qui prennent des antidépresseurs et des anxiolytiques. Parfois, ces médicaments ne leur conviennent pas, et il faut changer. Ils ont essayé de me changer de traitement. Ça a failli me coûter la vie. J'ai donc dû rester sur ce médicament pendant 6 mois pour protéger mon cerveau. J'ai lutté essayant de me rétablir, faisant de la rééducation, ayant du mal avec mon parcours et essayant de ne pas céder à l'effet secondaire de ce médicament, ce qui était très difficile. J'ai été très ouvert et honnête. J'en ai parlé à ma famille. J'ai eu une thérapie et tout. Ils savaient tous que ce n'était pas vraiment moi. Je ne le voulais pas, mais c'était le médicament et il n'y avait rien que je puisse y faire. Je dis toujours que c'était comme une mauvaise chanson de country parce que j'ai eu l'AVC. Ensuite, j'ai aussi attrapé le Covid. Toute ma famille a eu le Covid. Le Covid a failli me tuer. Ensuite, j'ai eu une pneumonie due au Covid. Un de mes chiens est mort pendant que j'étais à l'hôpital. Puis mon autre chien est mort en mars et c'était tellement dévastateur. C'était comme une chose après l'autre. Chaque fois que je me sentais un peu mieux, quelque chose d'autre arrivait. Vous savez, quelqu'un avait un accident, ou quelqu'un tombait malade, ou je tombais malade, ou j'avais un AIT. Vous savez, c'était incessant. Mes guides avaient raison quand ils disaient que les 18 mois suivants seraient un enfer. Les 6 premiers mois ont été les plus durs.
Ils m'ont aussi retiré mon permis parce que j'ai eu une convulsion. Quand on a une convulsion, on doit prendre des médicaments et ensuite être sans convulsion pendant plusieurs mois après l'arrêt du médicament. J'ai donc perdu mon permis pendant la première année, mais ça s'est progressivement amélioré. Au fur et à mesure que je devenais plus indépendant, ça allait mieux. Ensuite, ce cycle où chaque fois qu'il y avait un positif, un négatif apparaissait ou 10 négatifs survenaient a commencé à disparaître. Des choses meilleures ont commencé à arriver. Puis j'ai recommencé à me sentir inspiré. Mon guide a recommencé à s'exprimer. Je me sentais très déconnecté d'eux pendant un moment. À un moment donné, ils m'ont dit « Tu sais, tu dois peindre. Tu dois essayer de peindre ce que tu as vu de l'autre côté. » Je me suis dit « De quoi tu parles? J'ai une blessure au cerveau. Je peux à peine écrire. Qu'est-ce que tu veux dire par « je vais peindre » ? C'est ridicule. Alors, je les ai ignorés pendant un bon moment. Finalement, ils ont dit « Essaie juste, essaie. » J'ai commencé à peindre et je n'ai plus pu m'arrêter. J'ai fait de mon mieux pour peindre ce que je voyais de l'autre côté, et ça s'est juste amélioré. Puis les choses se sont présentées, des opportunités. Vous savez, des gens me demandèrent de raconter mon histoire. Ils disaient que je devrais le faire, que cela serait tellement utile pour aider les gens à ne pas se sentir seuls. Ce monde humain est tellement isolé. Nous n'avons jamais été aussi connectés et déconnectés en même temps. C'est un monde tellement étrange dans lequel nous vivons. Tout a commencé à mieux se passer. Ils avaient dit que j'allais écrire 3 livres et moi j'étais là. Je ne peux plus taper, je ne peux plus écrire, j'ai à peine des mots. Je ne sais pas de quoi vous parler avec ce livre. Mais tout s'est mis en place et chaque chose qu'ils ont dit allait arriver s'est produite jusqu'à présent. Donc maintenant, je travaille juste sur la foi. La foi qu'il y a un sens à tout cela, parce que c'est encore difficile. Vous savez, même si vous ne me connaissiez pas, vous ne sauriez pas. Je sais tout le temps, chaque jour, que je manque presque 25% de mon cerveau, et ça ne repousse pas. Je ne sais pas pourquoi je pensais que ça le faisait. Dans ma tête, je croyais simplement que vous savez, quand vous blessez votre cerveau, oui, votre cerveau est blessé, mais il est toujours là. Non, il s'atrophie, et vous avez un énorme trou dans la tête. Et alors, vous pouvez avoir d'autres petits AVC, parce que tout ce cerveau ne devrait pas être exposé. Mais ça a juste commencé à mieux se passer. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, j'avais juste foi qu'il ne m'aurait pas confié à ma famille. Ou je ne serais pas là, vous savez, parce que j'avais planifié cette vie. Et ma famille, à travers ça, il devait y avoir un but pour tout ça. Je ne suis pas une personne patiente, et j'ai appris plus de patience pour moi-même et pour les autres. Mais aussi toute ma vie, je me suis sentie si seule. Vous savez, même avec mes enfants, mon mari, ma famille et mes amis, je pouvais être entourée de gens et je me sentais juste comme si rien n'avait de sens et que j'étais un peu cette île solitaire. Aller de l'autre côté et comprendre qu'il n'y a pas eu un seul moment dans ma vie où j'ai été seule, pas même une milliseconde. Mes moments les plus difficiles dans ma vie, j'étais entourée de gens qui m'aimaient. Je pense que ça a été une grande leçon pour moi parce que toute ma vie, je me suis sentie tellement différent et j'avais l'impression de ne jamais vraiment appartenir à un groupe. Même les personnes que je connaissais et qui m'aimaient, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Parfois, non pas parfois, 50% du temps, je pensais qu'il y avait un problème avec moi. Vous savez, ce n'est pas accepté de parler aux morts comme métier ou vocation. Ce n'est pas accepté d'aborder ces sujets ni sur un ton religieux, ni d'aucune autre façon. Mais je ne me suis jamais sentie aussi en phase que lorsque je pense à ces choses et que je parle de ce que je sais maintenant être vrai. Avant d'accepter mes dons, c'était vraiment chaotique. Ils étaient toujours là, mais je ne comprenais pas. Je pouvais les voir, mais je ne savais pas comment leur parler. Je ne pouvais pas avoir un échange comme celui qu'on a maintenant, d'accord? C'était juste déroutant, parce qu'il y avait toutes ces personnes autour de moi, et je ne savais pas ce qu'elles voulaient, ni même si elles voulaient quelque chose. Peut-être qu'elles traînaient juste là et ne réclamaient rien. Une fois que j'ai accepté mes dons, elles n'arrivaient plus que pour une raison précise. Ce n'était plus comme si elles tournoyaient en permanence autour de moi. De temps en temps, elles sont là juste pour me soutenir, mais je savais ce qu'elles voulaient. Je savais comment leur parler et faire passer le message. Je ne savais pas comment poser des limites. Donc au début, vous savez, je vis dans une petite ville. Ce n'est pas minuscule, mais c'est une petite ville, et elles voulaient que j'aille voir des gens dans des restaurants et tout ça. J'étais là, non merci.
Je veux dire, combien de temps avant que toute la ville pense que je suis complètement folle? Alors j'ai appris à poser des limites. Ce n'est pas acceptable de dire à une caissière que vous savez que sa mère est avec elle et tout ça. Donc j'ai commencé à savoir poser ces limites. Mes dons ne sont pas vraiment apparus tous en même temps. La médiumnité est venue en premier, puis mes dons psychiques, et cela a été celui que j'ai le plus rejeté, parce que quand j'étais religieuse et que je continuais d'aller à l'église en acceptant mes dons, le côté psychique était celui sur lequel on disait « Et comme ça, comment ils appellent ça déjà? Un faux prophète ». Donc cette partie a été plus difficile. Puis après un certain temps, je suis aussi une empathie très forte. Donc je dis toujours que je peux lire les âmes. Je n'écoute pas toujours ce que les gens disent, car je perçois ce qu'ils ressentent vraiment derrière leurs mots. Ce n'est pas facile pour les relations, car parfois personne ne veut que vous entriez dans leur tête, ni que vous vous connectiez à leur âme. Cela demande donc beaucoup de travail sur les limites. Ensuite, il y a eu l'intuition médicale et la guérison, puis la communication avec les animaux. Pour moi, maintenant, c'est juste la vie quotidienne. J'ai ce que j'appelle un interrupteur. Quand je travaille, l'interrupteur est allumé. En ce moment même, si c'est plus une interview à mon sujet, l'interrupteur est allumé. Mes guides sont dans un coin de la pièce, m'aidant à raconter ce qu'ils veulent vraiment que l'on entende, ainsi que mes propres pensées. Leurs pensées deviennent mes mots. Donc, quand je travaille vraiment, je mets un peu de côté mon moi humain, car je pense que je serais vraiment fatiguée autrement. Leurs pensées comme venant de l'autre côté, c'est télépathique. Leurs pensées deviennent mes mots. Avant l'expérience de mort imminente, EMI, je devais un peu écouter puis répéter ce qui était correct, mais beaucoup de choses se perdaient en traduction. Ou alors je n'interprétais pas bien, ou je mettais l'accent sur un aspect différent de ce qu'ils voulaient. Après l'EMI, une fois que j'ai eu l'expérience de la télépathie complète, c'est tellement plus simple, ce qui est fou, vu toutes les choses qui me manquent au niveau cérébral. Je ne comprends pas comment c'est tellement plus facile, mais littéralement, ils pensent, et leurs pensées sortent de ma bouche. Je n'ai pas à interpréter, je n'ai pas à écouter et répéter, je n'ai pas à clarifier. Parfois, je discute avec eux s'ils essaient de dire quelque chose que je pense. Vraiment? Vous pensez que ça va être utile ou que ça me met mal à l'aise? Genre, je ne suis pas sûre de vouloir dire ça à cette personne. Mais maintenant c'est tellement plus simple et je peux le faire de façon beaucoup plus connectée, si vous voyez ce que je veux dire. Je souhaite que tout le monde sache que vous n'êtes jamais seul. J'ai des guides et c'est merveilleux. Je peux voir les miens, mais vous en avez aussi tous ceux qui regardent. Peu importe votre religion ou vos croyances. Vous pouvez être athée, catholique, juif, peu importe. Chaque humain sur cette planète a des guides et une énergie supérieure. Peu importe comment vous appelez ça. Source, Dieu, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un marche avec vous à chaque instant de votre vie. Les gens n'ont pas besoin d'y croire. J'ai vécu une expérience de mort imminente et je suis allée de l'autre côté où j'ai pu faire ce choix et tout ça. Ça va. Et vous savez quoi? Je sais qu'il y a des gens qui pensent vraiment que notre cerveau peut faire ça, n'est-ce pas? Qu'il peut avoir ce rêve fou et ce genre de choses. Mais tout ce qui s'est passé depuis tout ce qu'ils avaient dit que cela arriverait, eh bien tout cela s'est produit. Je pense que c'est simplement une preuve qu'ils sont avec moi, qu'ils ne m'ont pas menti et que je ne les invente pas. C'est juste que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a un but à tout cela. Notre conscience collective dans son ensemble est en train de grandir. On va voir de plus en plus de personnes comme moi naître. Vous savez, dans les années 80, quand je suis née, c'était fou d'être un médium psychique. Genre, il fallait appeler le numéro 1-900, le 1-900 pour joindre un voyant, et ça coûtait environ 2 $ la minute pour avoir peu importe. Ce n'était pas courant, ce n'était pas normal, ce n'était pas commun. Mais avec le mouvement de la conscience collective vers une plus grande connexion, de plus en plus d'enfants vont naître comme moi, se sentant comme s'ils ne trouvaient pas leur place, se sentant complètement seuls, même très jeunes. S'il y avait eu quelqu'un pour leur dire « Et vous savez quoi? Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez seul. Il y a une raison pour laquelle vous vous sentez différent. C'est parce que vous êtes cette merveilleuse petite âme qui a vécu tellement de choses. Et vous savez, vous allez finir par vous sentir à votre place. Ça m'aurait tellement aidé quand j'étais petit si quelqu'un avait simplement dit « Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu n'es pas cette personne horrible qui cause des choses mauvaises. En fait, ce n'est pas toi qui les provoque.
Ça m'aurait vraiment été d'une grande aide. Pouvez-vous me parler de votre livre? Oui, il s'appelle « À l'heure de l'éternité » et j'ai commencé à l'écrire. Il est sorti il y a 1 an. Quelqu'un m'a aidé, donc je parlais et il tapait. Il est maintenant écrit. Avec du recul, je changerais beaucoup de choses parce que je n'avais pas beaucoup de mots. J'apprenais encore à parler. Donc c'est un livre très simple, écrit simplement, mais il parle de tout. Un peu de mon enfance, puis de l'accident vasculaire cérébral, d'aller de l'autre côté, et ensuite de toutes les leçons que j'ai apprises. Il y a aussi des images parce que je me dis « J'aime les images dans un livre. Oh, regardez, je vais montrer. Voilà, c'est juste ici. C'est magnifique. » Oui, donc oui, il y a des images. Il y a des poèmes au début de chaque chapitre parce que j'ai aussi écrit des poèmes. J'écrivais des poèmes avant mon AVC. J'essaie juste de voir si mon cerveau est toujours là, parce que je sais que les gens ne me croient pas quand je dis qu'il me manque une grande partie de mon cerveau. Oh, voilà mon cerveau. Donc, oups, c'est la zone principale de l'AVC, cette grande zone blanche, et ensuite un AVC au lobe frontal, parce qu'après beaucoup me disaient « Oui, sûr, j'ai connu des gens qui ont eu des AVC, pas vous. » Je leur répondais « Je ne pense pas pouvoir simuler un AVC comme celui-là. Ça n'a vraiment pas de sens. » Mais ensuite, oui, j'ai aussi commencé à peindre, et certaines de mes peintures se trouvent aussi là-dedans. Je ne fais rien de spécial avec mes peintures. Elles restent là, mais j'aime ça. Je m'amuse avec. C'est magnifique. Oui, mais ensuite, à la fin, chacun de mes guides a un chapitre. Donc il y a un chapitre pour Claire, Jessica et Pierre. Et puis oui, il y a un chapitre sur les limites parce que c'est très important quand on veut faire tout type de travail spirituel. Un sur le fait d'être empathique parce que c'est dur. C'est difficile de ressentir les émotions de tout le monde, surtout dans ce monde où il y a tant de colère, de haine et ce genre de choses. Merci beaucoup à Amber d'avoir partagé son histoire. C'était une des interviews que j'attendais le plus et j'espère que ça vous a plu. Je m'appelle Lorraine et je réalise les interviews sur cette chaîne. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour tous les commentaires vraiment gentils et intéressants que vous avez laissés. Ensuite, si vous souhaitez voir plus de ce type de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.